Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'œil de Moumou, votre émission avec Mourad Guichard, votre émission hebdomadaire qui ausculte nos grands médias, nous en livre les dérapages, les dérives et quelquefois les rares accomplissements. Et cette émission ne vit que grâce à votre soutien. Le média a besoin de vous, surtout dans cette période où la montée de l'extrême droite n'est plus approuvée. Alors le média lance Riposte, une campagne cruciale et citoyenne sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la TNT francilienne. Ça se passe dès maintenant. Rejoignez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Et c'est parti pour l'œil de Moumou. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi chère Amira. Alors, dans quelques instants, on va parler de tes tops et des flops de la semaine. Mais juste avant, on va parler de ton préambule. Et il me semble que ça porte sur Raphaël Enthoven. Ouais, il est incontournable ce garçon. J'en parlais la semaine dernière parce qu'il s'était fait mener en bateau par Grok, donc la fameuse intelligence artificielle de Twitter, devenue X, et qu'il avait de manière assez honteuse tenté de flinguer Émeric Caron en disant qu'il avait posté une fausse photo, qui a été la photo d'une pauvre gamine gazaoui prise au mois d'août 2025, il y a quelques jours, et qui en fait il l'avait attribué à une ancienne photo d'une petite gamine yéménite de 2018, et en fait il s'est avéré que l'AFP a confirmé effectivement que c'était bien une photo de 2025 et c'était bien une gamine gazaoui. Et j'avais oublié de vous préciser la semaine dernière que Enthoven en fait est spécialiste de l'intelligence artificielle. Il a même commis un bouquin, là on va voir la jaquette, il a commis un bouquin là-dessus, et puis il s'est retrouvé au cœur d'un débat, alors je vous laisse aller chercher, au cœur d'un débat, ils étaient deux via un Zoom, et il s'est fait, pardon de le dire comme ça, mais il s'est fait gentiment démonter, et il n'est plus à prouver qu'il est absolument pas spécialiste de ces questions-là d'intelligence artificielle. Preuve en est une nouvelle fois. De quoi est-il spécialiste ? Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Toujours à propos d'Enthoven, alors moi j'ai pas fait terminal S ou terminal E, et donc c'est par rapport à mon âge, ça n'existe plus, mais je m'interroge, je suis pas très fort en maths, mais je voudrais avoir votre avis. Je vous laisse regarder cette déclaration d'Enthoven qu'il a fait à nos confrères de l'Étudiant, et puis la réalité des faits, à savoir qu'il est né en 75, il aurait eu son agrég donc à l'âge de 20 ans, bravo, même si c'est du deuxième coup, sauf que quand on regarde de plus près, en fait, l'agrég a été validé en 99, il avait donc plutôt 24 ans, si on fait 99 moins 75. Donc je me pose la question, est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est une coquille ? Est-ce que c'est une boulette ? Ou est-ce que c'est tout simplement une fake news ? Un mensonge ? Ouais, alors voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça et puis à me faire les calculs et à me les envoyer, s'il vous plaît, par les réseaux sociaux habituels. Et Mourad, tout de suite, on va partir pour tes tops et tes flops. C'est tout de suite. Alors, Mourad, on va commencer par ton top auto-parodie. C'est quand Valeurs Actuelles nous présente l'homme de l'année. Je te laisse nous dire c'est qui, bien évidemment. Oui, alors mea culpa, parce que je me suis fait avoir, alors j'ai quand même un œil un petit peu aiguisé sur ces questions-là, avec ces questions-là, je suis habitué à Valeurs Médiévales, je regarde régulièrement leur une absolument, pour la plupart, honteuse, et là je me suis fait avoir parce que j'avais l'impression que c'était une parodie, tellement ça vient, si vous voulez, ça vient reprendre tous les poncifs, quand on se moque de Valeurs Médiévales, on va sortir l'islamisme, le machin, voilà. Et là, quand je vois cette une, donc on va voir à l'écran, il y a l'homme de l'année. Alors l'homme de l'année, c'est qui ? C'est Philippe de Villiers. Alors à part les médias Mille Collines, je ne vois pas qui sait encore que ce personnage existe ou qu'il ait une place quelconque sur l'échiquier politique français. Et puis, il y a plusieurs autres choses qui m'ont fait marrer. Par exemple, ils vont parler du tourisme islamique. Je ne sais pas ce que c'est. Tu as entendu parler du tourisme islamique ? Moi non Ça plus. consiste en quoi ? Je ne sais pas. Alors, je ne vais pas acheter. C'est 6 euros et quelques en plus, 6,90 €, je crois. Ils mettent de numéros doubles avec une pastille. Alors, ça aussi, on pourrait se moquer d'eux. Et alors, pourquoi, évidemment, tu t'es posé la question, Amira, j'imagine. Pourquoi c'est l'homme de l'année, Philippe de Villiers ? Oui, qu'est-ce qu'il a fait ? Parce qu'il est prêt au sacrifice.
il est prêt au sacrifice ultime pour sauver la patrie. Il y a un côté Puy du Fou. Il faut qu'il en sorte un peu du Puy du Fou. Il faudra qu'on l'emmène voir d'autres trucs à Disneyland ou je ne sais pas où. Et puis, ils vont glorifier évidemment Dassault. Donc, c'est les milliardaires, l'armement et ainsi de suite. Et évidemment, elle ne serait pas complète, cette une, s'ils ne parlaient pas du wokisme. Et donc, ils vont faire un truc sur le wok, enfin l'anti-wokisme. Et donc, on a exactement tous les ingrédients de ces espèces d'obsessions qu'on valeurs actuelles ou valeurs médiévales, on les appelle comme on veut maintenant, qui sont ressassées de manière récurrente. On a l'impression de revivre, de ravoir le même numéro entre les mains à chaque fois. Mais là, j'avais trouvé que l'homme de l'année façon Times, hein, c'était un peu l'idée. Oui. Je trouvais ça assez pathétique. Et ça montrait aussi, je trouve, l'entre-soi de ces groupuscules d'extrême droite, de ces groupuscules racelards et ainsi de suite, qui pensent sérieusement qu'on peut imaginer qu'on nomme quelqu'un comme Philippe de Villiers, qui est un tout petit peu has-been, comme l'homme de l'année 2025. Et on va passer à ton top senior météo. C'est quand Barbara Lefebvre parle de la chaleur caniculaire en ces termes. Hein. Gnagnani, gnagnana. Oui. Alors, c'est lunaire, c'est l'argumentaire. Ouais, mais c'est son seul argument. Enfin, c'est son argumentaire, je veux dire. Elle y connaît rien en climat. Elle connaît que dalle. Et donc, c'est assez drôle parce que, alors, elle est climato-sceptique, ça c'est clair. Tout ce qui est GG, RMC et compagnie, ils sont tous climato-sceptiques, CNews et compagnie. Sauf que là, elle va donner des leçons assez extraordinaires et elle va surtout se moquer des questions de prévention, notamment. Je trouve ça assez pathétique de sa part. Et elle n'aura, comme tu le dis très bien, Amira, aucun argument à part gna 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 gna. Je vous laisse écouter. Encore une fois, j'entends bien la nécessité médiatique d'alerter la chaleur, gna 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 gna. Mais encore une fois, la France n'est pas le seul pays au monde. Des pays où il fait chaud depuis des milliers d'années, ça existe, et avec des populations qui vivent bien et qui sont même plus riches que nous. Encore une fois, je vais vous dire, il y a des pays du Moyen-Orient, en ce moment, il y a une vague de chaleur à 50 degrés. 50 degrés. Le pays s'arrête de vivre? Non. Alors certes, ils sont mieux équipés. La France s'arrête pas de vivre. Ils sont équipés. On prévient juste. S'arrête pas de vivre, mais enfin, toute la journée, on va avoir droit à hydratez-vous, buvez de l'eau, gna gna gna. Donc ça va 5 minutes. Les gens, ils travaillent, oui, ça va être dur pendant une semaine, mais il faut s'y mettre. Par contre, il faut penser pour les agriculteurs, il faut penser pour certains travailleurs qui ont effectivement là un moment un peu difficile à passer. Et surtout, il faut qu'individuellement, on ait une attitude beaucoup plus responsable vis-à-vis de l'eau. Mais il faut arrêter aussi de chialer. Il y a plein de populations dans le monde qui vivent avec la chaleur et qui vivent très bien. Soit dit en passant, l'autre nouvelle qui me fait beaucoup moins sourire, c'est que ce lundi, en fait, reprenait les grandes gueules RMC et qu'on a retrouvé Barbara Lefebvre, cette espèce de racelarde qui, normalement, aurait dû dégager après son fameux show où elle jouait, elle faisait une question pour un champion autour du nombre de morts à Gaza, au cours d'une soirée de Sionard. Je trouve assez... Et en plus, il y avait eu, hein, la Société des journalistes d'RMC avait sorti un communiqué pour dire stop, quoi, il faut arrêter les conneries. Eh ben non, ils la remettent à l'antenne, et comme quoi le buzz passe avant tout dans ces émissions-là, et ça donne un peu le sérieux et le niveau de sérieux de ces plateaux télé. Et il y a le top racaille. Alors c'est Amine El Khatmi qui nous raconte ses vacances au Maroc. Il ne peut pas s'empêcher de parler de son obsession. Hein. C'est les jeunes de banlieue, mais il oublie de parler de quelque chose, parce que quand il a été au Maroc, il avait aussi des grosses factures téléphoniques aux frais du contribuable. Absolument, le contribuable, en l'occurrence avignonnais. Alors, on va regarder d'abord cette coupure de presse de l'époque où il était parti, il avait claqué pour plus de 3000 balles de téléphone, alors que quand on va au Maroc, ce qui m'est arrivé, on reçoit une alerte, enfin, Orange ou n'importe quel... alors, puisque j'ai dit Orange, je vais dire Bouygues, SFR. N'importe quel opérateur envoie, évidemment, dès qu'il y a un dépassement de plus de 30 ou 50 euros, je crois, ils envoient une alerte pour dire attention, faites attention, déconnectez-vous. Donc ça veut dire qu'il n'en avait strictement rien à foutre. Et donc il va dénoncer les racailles de banque. Alors, ce qui est marrant avec Amine El Khatmi, c'est qu'il dénonce les racailles de banlieue, donc des banlieues évidemment islamisées, mais il n'ose jamais trop le dire précisément. Pourquoi il ne dit pas les bougnoules de banlieue? Ce sera beaucoup plus simple. En plus, ça commence par un B, il y a un petit côté sympa. Mais voilà, il n'a pas précisé ça, et donc il va s'en prendre à Benjamin Lucas, le député de gauche, écologiste, et qui vient d'annoncer qu'il allait le poursuivre en justice, puisqu'il a parlé à propos de ses électeurs à ce fameux Benjamin Lucas, que c'était des racailles, parce que Benjamin Lucas avait osé critiquer effectivement sa formulation. Alors on va voir
le tweet originel d'Amin El-Khatmi qui va donc dire que tout s'est bien passé. Alors, c'est exactement ce que fait Kevin Bossuet. Tous les ans, Kevin Bossuet nous raconte ses vacances en Pologne et donc le chroniqueur de CNews, professeur d'histoire officiellement, et qui va expliquer tous les ans qu'il va en Pologne et que chaque fois, les Polonais lui tirent la manche en lui disant « Ah là là, chez vous, je ne comprends pas, la racaille, patati patata ». Et donc, chaque fois, c'est toujours les mêmes storytelling, les mêmes histoires bidons. Et bien, Amin El-Khatmi fait exactement la même chose en expliquant que paradoxalement, parce qu'on est quand même au Maroc, il y a quelques Arabes au Maroc, qu'il y a des gentils Arabes, mais que les méchants Arabes sont évidemment ceux des banlieues, il oublie de se compter dedans. Et puis, je précise que les racailles de banlieue, elles, payent leurs factures téléphoniques et ne vont pas, aux frais de la princesse, comme tu l'as dit, se rincer à coups d'SMS, d'MMS et de navigation sur Internet. Alors, il y a celui-là, le top racisme aéroporté. Alors, celle-là, elle est pas mal. Hein. C'est comme, tu l'as dit tout à l'heure, le tourisme islamique. Là, il y a encore un concept que je ne comprends pas. Il y a quelqu'un sur CNews qui a parlé de gens qui travaillent à l'aéroport et qui ont une apparence musulmane. Oui, alors on les reconnaît à leur physique, hein, évidemment, les barbichettes et compagnie. Alors elle s'appelle Lisa Kamen Hirsig. Alors vous allez sûrement l'avoir passée sur les réseaux sociaux parce que là, à l'heure à laquelle je vous parle, elle est en train de chouinasser parce qu'on la traite de raslard. Bah oui, ma cocotte, ou d'islamophobe. C'est un fait. Il n'y a pas besoin d'analyser ses propos de manière plus approfondie pour le dire. Alors je vous laisse regarder cet extrait, je vous laisse l'écouter et puis on en reparle juste après. Moi, je prends l'avion de temps en temps. Que, évidemment, je n'ai pas accès aux tours de contrôle, Dieu merci, je ne peux pas y aller, c'est très bien comme ça, mais que je passe les contrôles de sécurité comme tout le monde, je vois les bagagistes, et il y a un grand nombre de ces gens qui travaillent dans les aéroports, que ce soit à Roissy-Charles de Gaulle ou à Orly, qui sont très marqués, j'allais dire physiquement, par la religion musulmane. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont la petite barbe qui va bien, et on voit bien que ces gens-là ne sont pas neutres, en fait. Et je ne sais pas dans quelle mesure il ne faudrait pas enquêter sur les sociétés, les entreprises auxquelles on a délégué ces services publics il y a longtemps déjà, puisqu'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont très protégés, très syndiqués, qui constituent carrément des lobbies à l'intérieur des aéroports. Et dans quelle mesure ces gens-là ne se sont pas radicalisés aussi, comme il y a une radicalisation, parfois on l'observe, je sais pas, dans la police, dans les prisons, etc. Voilà. Et alors je pose la question parce que quand on prend l'avion, regardez autour de vous. Moi, je suis fouillée par des gens. Honnêtement, je ne suis pas sûre qu'ils fouillent tout le monde de la même façon. Voilà. C'est une question que je pose. Bon, eh bien écoutez, vous avez raison de la poser. Alors là, il n'y a pas eu une super indignation. Hein. Je n'ai pas entendu de ministre des Transports ou de ministre de l'Information et de la Culture s'indigner. Par contre, il y a eu un autre événement extraordinaire. C'est un contrôleur aérien qui aurait dit Free Palestine en s'adressant à la cabine, au cockpit d'un avion d'une compagnie israélienne. Free Palestine, à ma connaissance, ce n'est ni antisémite, ni raciste, ni je ne sais, enfin, je veux dire, demander ou réclamer la libération du peuple palestinien. Je ne vois pas en quoi ça peut être pris pour quelque chose de discriminant. Et donc, là, par contre, le ministre est intervenu et il a apparemment été mis à pied, ce fameux contrôleur aérien. Donc, il y a vraiment un deux poids, deux mesures, une fois de plus. Mais c'est incroyable, hein. On passe quasiment notre temps à dire ça, mais c'est une réalité qui est encore prouvée par cette fameuse Lisa Kamen Hirsig, dont on reparlera malheureusement, une fois de plus, je pense, dans une prochaine émission. Malheureusement. Alors là, on a le top réac, c'est décerné à Charles Consigny, on le voit souvent sur les plateaux télé. Alors lui, il a tout compris, hein. Les jeunes fainéants qui ne foutent rien, il le sait, c'est à cause de la gauche. Ça veut dire quoi, que les jeunes de droite sont des rudes travailleurs ? Alors, ça veut dire deux choses. La première chose qui est, à mon avis, très importante, c'est que mon Charlot chéri, je l'adore, Consigny. Alors, je vais temporiser un petit peu, parce que Consigny, parfois, il a des fulgurances, et puis ça retombe très vite. Hein, c'est un peu comme d'autres, je ne citerai pas de nom. Mais Charles Consigny, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il connaît plein de jeunes. Alors, ça, c'est le point commun de tous les éditocrates, de tous les tutologues. Ils connaissent toujours plein de gens. Vous pouvez leur parler des commerçants, par exemple, des problèmes de commerçants. Ils connaissent plein de commerçants voilà. Vous pouvez leur parler ils connaissent tout le temps, ils ont toujours des exemples. Là, on se demande comment Charles Consigny connaît autant de jeunes qui ne foutent rien, qui profitent du système. C'est quand même l'idée derrière. Hein. Parce que si c'est la gauche qui les rend comme ça, qui les rend oisifs au dernier degré, c'est parce que, in fine, ils vont profiter de quelque chose. Et puis, on va avoir rebelote, Barbara Lefebvre, qui va revenir en disant qu'à cause de ça, ils prennent de la drogue. Enfin, ça n'a aucun sens. Et je me demande même à quel niveau, parce qu'on va voir comment ça sourit sur le plateau, comment ils arrivent encore à prendre ça au sérieux. Je vous laisse écouter, on en reparle juste après.
Je pense quand même que, si tu veux, à une époque où tous les jeunes deviennent naturopathes sur Instagram Aller ramasser du raisin, c'est dur. Et décorateurs virtuels depuis le canapé de leurs parents, forcément, il y a moins de monde pour faire les vendanges. Mais ça, c'est une société que la gauche nous a créée. Si tu veux, quand tu payes rien, quand tu payes pas ton dentiste, tes médicaments pour la dépression que tu t'es inventé ou créé à force de rien foutre, que tu payes pas non plus ton université à laquelle tu es absent, que tu as des allocations pour ton logement et que tu as des réductions pour tes transports, etc., etc. Moi, je connais plein de gens, jeunes, moins jeunes, qui sont chez eux à tourner en rond et qui, je te dis, sont littéralement décorateurs sur Instagram et ils comprennent pas pourquoi ils se font un peu chier dans leur vie et pourquoi ils sont toujours un peu à la lisière de la dépression. Mais ça, c'est la société française qu'on a créée. Consommation de quoi? Consommation de cannabis pour essayer de s'aérer la cervelle. Et on revient sur le trafic. C'est malheureusement la société Exactement. créée par le gauchisme à la française. Moi, le seul jeune fils à papa qui branle rien que je connaisse, c'est Louis Sarkozy. C'est bizarre qu'il ne l'ait pas pris comme exemple. Alors, il n'est pas de gauche. Non, il n'est pas de gauche, c'est peut-être pour ça. Voilà, il manquait plus qu'Elisabeth Lévy, dont on reparlera bientôt. Elle arrive bientôt, elle arrive très bientôt. On en reparle. Et puis là, Mourad, il y a le top risque naturel, c'est sur France Info. Alors, heureusement que leur éditorialiste est là, parce qu'il y a un scoop là. Il y aura certainement de la mobilisation au mois de septembre, et elle parle même d'un risque. Ah c'est pas qu'un risque, c'est des risques de mobilisation. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire des charges sociales versus les cotisations sociales. Donc, il va y avoir une mobilisation, c'est-à-dire que le pays potentiellement peut... j'ai envie de dire, puisque nous sommes sur le Média TV, peut se réveiller. Il y a une possibilité de convergence de lutte, il y a de mobilisation en général. Eh bien non, chez eux, on est sur le service public. Hein. Là, c'est jour de deuil. Je vous laisse écouter, c'est absolument fascinant. Écoutez le nombre de fois où elle va prononcer le mot « à risque ». La conséquence, c'est que les risques de mobilisation sont de plus en plus concrets pour septembre. Oui. Absolument, risque de mobilisation sociale et même sociétale dans la rue qui risque de fragiliser considérablement François Bayrou. François Bayrou qui a envoyé ce week-end un double courrier aux organisations patronales, mais surtout aussi syndicales, des lettres de cadrage et donc surtout d'économie budgétaire devant lesquelles renaclent bien sûr les syndicats, notamment la suppression des 2 jours fériés, et également une lettre précisant ses propositions pour durcir encore les modalités d'indemnisation du chômage. Donc tout ça, de quoi irriter les syndicats qui vont se réunir le 1er septembre pour décider des modalités d'une mobilisation. Puis à côté d'eux, n'oublions pas le mouvement un peu mystérieux qui s'appelle Bloquons tout, qui promet de mettre le pays à l'arrêt le 10 septembre. Et puis également les syndicats des hôpitaux de Paris qui appellent à une grève massive à la rentrée, ainsi peut-être qu'une nouvelle mobilisation de la part des taxis contre les économies sur les transports sanitaires. Donc ça fait un chaudron qui bouffe avec un Premier ministre au-dessus qui serre les dents. Alors si la mobilisation prend, on risquera de reparler de France Info et de la manière dont ils vont traiter de ce mouvement. Alors celui-là, j'aime bien son nom, c'est le top Balto. Et puis on en parlait juste avant, Elisabeth Lévy, on est obligé de parler d'elle dans ces tops. Elle ne connaît pas les expressions françaises. Et sur le plateau, apparemment, ça dérange personne. Oui, alors elle parle comme les Jones. Bon, enfin, les Jones, il y a quelque temps déjà. Mais elle parle comme les Jones. Elle s'est lancée dans une espèce de diatribe, un truc d'analyse sur l'histoire de la psychanalyse avec le surmoi et compagnie. Elle est partie complètement, mais en live, elle a lâché la rampe. Elle était incontrôlable. Et elle va sortir une expression que je vous laisse écouter. Je pense c'est peut-être d'ailleurs pas bien de le dire, mais je ne veux dire Elisabeth pendant l'émission. Il fut un temps où on savait quels étaient les emplois métaphoriques des termes. Et vous savez, il y a une expression que les jeunes aiment bien, c'est « il est né après la honte ». Eh bien moi, j'ai l'impression qu'une grande partie de notre société est née après la honte, qu'il n'y a non seulement, il y a évidemment plus cette chose qui était la civilisation, qui était après vous.
Alors c'est formidable parce que à chaque fois c'est le même schéma. Elle va partir sur du moi je vais vous raconter parce que quand même il y en a marre. Et puis elle va essayer d'imposer une idée. Et là cette idée donc cette fameuse expression. Alors je rappelle que l'expression c'est né avant la honte. Bien sûr. Ça sous-entend que évidemment on est tellement honteux qu'on a connu l'avant et non pas après la honte. Et comme tu dis, personne sur le plateau ne réagit à ça. Je trouve ça formidable. C'est-à-dire qu'ils sont incapables d'avoir la moindre source, la moindre, j'ai envie de dire, culture populaire qui correspond à comprendre, à avoir croisé au moins une fois cette expression « né avant la honte », vraiment, honnêtement, qu'on voit partout, qu'on entend à peu près partout sur les réseaux et ainsi de suite. Donc, quand on ne connaît pas le sens d'une expression, il y a un bon moyen, ma chère Babette, c'est de fermer sa gueule. Et c'est ce que j'essaye de faire quand je ne comprends pas quelque chose, notamment sur l'intelligence artificielle, par exemple. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que je n'y connais rien. Et que donc, je reconnais qu'il y a des gens qui sont bien plus spécialisés que moi et je les laisse faire. Je voulais saluer José Brancoluccio, qui est l'un de nos fidèles téléspectateurs. C'est lui qui a repéré cette superbe perle. Je le remercie infiniment. Et puis là, c'est ton dernier top, c'est le scoop de la mort qui tue. Là encore, c'est France Télévisions qui nous révèle un incroyable scoop concernant Thomas Pesquet, Pesquet, astronaute. Et apparemment, il rêve d'aller où ? Oh il rêve d'aller jardiner, il veut biner, il en a marre de l'espace, des vues magnifiques de la Terre et tout ça, donc il se fait un peu chier, donc il a envie vraiment de reprendre un jardin, peut-être un jardin ouvrier avec des tomates, et puis une petite cabane où il pourra mettre son barbecue, évidemment qu'il rêve d'aller sur la Lune, sauf que, vous allez voir, cette capture d'écran, ils vont nous parler d'un scoop, c'est pour ça que je parle d'un scoop de la mort qui tue, à savoir qu'il a un rêve caché que tout le monde connaît en fait, tout simplement, il s'est exprimé déjà à plusieurs reprises là-dessus. On sait très bien qu'il rêve d'aller sur la Lune, mais comme n'importe quel astronaute, je veux dire, qu'on n'est pas obligé de s'appeler Steve Austin pour avoir envie, pour rêver d'aller sur la Lune. Et donc, c'est pas la première fois que je le dis et que en plus, ça touche encore le service public, mais arrêtez avec les scoops, les exclusifs et compagnie quand vous n'avez pas la certitude que c'est une révélation. Scoop, c'est une révélation. Ça peut pas être un truc comme ça que vous sortez d'un tiroir et que vous allez coller sans qu'il y ait réellement une information unique, exclusive à nous dévoiler. Allez, c'est parti cette fois pour les flops. Et Mourad, on va commencer avec Daniel Schneiderman. Comme à son habitude, malheureusement, il est visé par la fachosphère sur son interview avec Rima Hassan. Mon pauvre Daniel, il aura passé des vacances un peu pourries, mais c'est la deuxième fois qu'il est visé par la fachosphère. Et là, il est visé par rapport à son interview de Rima Hassan qu'il avait faite, je crois, il y a un peu plus d'un mois, durant l'été. Une très bonne interview, très franchement. Alors, j'en profite d'ailleurs pour vous alerter sur un site qui s'appelle, un compte de réseaux sociaux qui s'appelle Destination Télé. Destination Télé, tu vas penser à Télé 7 jours, à Télé Madame Figaro, je ne sais quoi. En fait, pas du tout. C'est un site d'extrême droite, mais d'extrême droite revendiqué, assumé, et qui va évidemment viser Daniel Schneiderman sur son interview en prenant juste un extrait. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est d'une malhonnêteté confondante. Vous êtes belle, vous parlez bien, vous êtes une universitaire, vous baissez pas les yeux, vous êtes formidable, vous souriez, vous êtes formidablement efficace. C'est ça qui les fait rager. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Daniel Schneiderman ? Il dit, en fait, de manière analytique, c'est-à-dire qu'on est dans la critique média, exactement comme ici. C'est-à-dire que de manière analytique, il va expliquer que peut-être que la raison qui fait qu'effectivement, Rima Hassan est la cible régulière et récurrente de l'extrême droite, et notamment l'extrême droite pro-israélienne en France, c'est parce que, et oui, c'est comme ça, il estime qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, qu'elle est diplômée, qu'elle a de la répartie, et ainsi de suite. Je veux dire, ce sont des choses qu'on peut-être discuter, tout est discutable, mais enfin, il estime qu'à partir de ces éléments-là, on arrive à expliquer, c'est quand même son travail à Daniel, d'analyser, d'essayer de comprendre pourquoi des gens sont la cible comme ça, notamment dans les médias, de manière assez récurrente. Et il va juste prendre ces éléments-là. Et eux, ils vont juste extraire ça sans contexte pour expliquer qu'ils seraient en amoureux, enfin qu'ils seraient complètement séduits, et que donc ce serait plus une interview. Et ils expliquent que il faut surtout pas enseigner ça dans les écoles, ou voire l'enseigner dans les écoles de journalisme pour dire ce qu'il faut pas faire. Ce qui est complètement stupide, et surtout quand on
on connaît le travail depuis quelques décennies maintenant de Daniel sur ces questions de critique média. Je trouve ça extrêmement malhonnête. D'autant plus malhonnête que là, on va voir un autre extrait, ça date d'il y a quelques mois. Et là, c'est Pascal Praud qui va se retrouver avec son costard de banquier panaméen en face de Sarah Knafo, et il va lui tenir exactement le même discours, mais pas exactement pour les mêmes raisons. Je vous laisse écouter. Cette jeune femme est brillante, en fait, elle est intelligente, et ça va être difficile de la contrer, c'est pas... Ils ont peur, hein. Bah écoutez, qu'il le fasse quand même, c'est important. Bon, merci, c'est important d'avoir en politique des jeunes gens qui s'engagent et qui ont de la qualité. Je sais ce que tu vas me dire, Amira. 2 poids, 2 mesures, mais on y est encore. Ça devient vraiment saoulant. Parce que là, Pascal Praud, très clairement, drague quasiment Sarah Knafo en lui disant juste qu'elle est belle. Voilà. Ça ne vient pas étayer quelque chose. Ça ne vient pas expliquer pourquoi elle serait la cible des médias, ce qui n'est pas le cas. Elle est invitée partout. Donc, il y a vraiment 2 manières de faire du journalisme. Il y a le journaliste Daniel Schneiderman et puis il y a Pascal Praud. Alors là, on va passer à ton flop que je préfère, malheureusement, c'est le flop décrépitude. Il est décerné à Noël Lenoir, qui voit en l'Algérien, parce que pour elle, il n'y en a qu'un Algérien, c'est une seule et même personne. Voilà. Et puis, il a une caractéristique, cet Algérien, il a toujours prêt à sortir un couteau. Alors, Noël Lenoir nous prévient, les Algériens, danger. Oui, alors l'Algérien, comme tu dis. Alors c'est un flop décrépitude, j'aurais pu mettre d'échéance, mais parce que c'est quand même une ancienne ministre. Et membre du Conseil constitutionnel. Absolument, c'est quand même terrible. Elle va tenir donc ses propos, alors on va les écouter et puis on va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans son petit cerveau. Et je prends l'exemple de l'Algérie, vous avez des millions d'Algériens qui présentent des risques majeurs, qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule. Eh bien non, c'est excessif de les garder 6 ou 7 mois, le temps qu'ils fichent le camp, puisqu'ils n'ont rien à faire chez nous et qu'en plus, ils nous menacent. Alors, c'est pas une première. Il y avait eu également, on l'avait diffusé ici, la mer que j'avais vue arriver. Alors, je l'avais vue arriver comme un 35 tonnes. La mer de Romans-sur-Isère. Donc, je savais qu'elle était très à droite. Je pensais pas qu'elle était carrément à l'extrême droite. Elle avait viré à l'extrême droite en expliquant qu'il y avait une culture de l'islam. Il y avait une culture, il y avait une culture du couteau liée à l'islam. Elle l'avait expliqué face à Sonia Mabrouk, qui n'avait pas moufté. Oui, je me rappelle de ce passage. Ouais, c'était extraordinaire ce truc-là. Et elle avait mis du temps avant de dire les gens liés à l'islam qui sortent des couteaux. Et là, on a une ancienne ministre qui va oser expliquer comme ça. D'abord, elle voit des Algériens partout. Quand même pas partout, c'est un peu comme les frères musulmans. Bon, il y en a un peu plus d'Algériens quand même que de frères musulmans, heureusement. Mais elle va voir des couteaux partout. Et le problème, c'est que ça se passe sur une chaîne à l'heure de grande écoute. Il n'y a pas de contradiction. Et il y a surtout, c'est étayé par absolument rien. Mais comme d'hab, mais comme tout à l'heure avec l'aéroport, le truc aéroporté, il n'y a aucun élément probant. Ils sortent des conneries, mais même pareil, Charles Consigny, il te raconte que les jeunes, ils foutent rien, ils fument des spliffs de zeb, que c'est la gauche qui a provoqué ça. Ça s'appuie sur absolument rien. On leur demande juste un tout petit peu de rigueur, mais je pense que même ça, c'est peut-être trop leur demander. De rigueur journalistique. Ouais, mais même de la rigueur tout court, à la limite, parce qu'ils ne sont pas tous journalistes, c'est ça le truc. Et d'ailleurs, SOS Racisme a apporté plein de conseils. Oui, absolument. Donc on va suivre ça, et comme d'hab, on va se servir du préambule pour vous tenir informés de tout ça. Il y a un autre flop, c'est Georges-Louis Bouchet. Alors là, on va aller en Belgique, c'est le président du mouvement réformateur, un parti classé très à droite de l'échiquier politique. Alors c'est assez étonnant, puis on va l'écouter, il donne des ordres aux journalistes. Ah ben il les engueule même. Alors Georges-Louis Bouchet, c'est le mouvement réformateur, ça pourrait sembler, alors historiquement, plutôt vrai, c'est quelque chose qu'on pourrait coller au modem, quoi, pour aller vite. Quelque chose de centriste, centre-droit, bon voilà. En fait, grâce à ce fameux Bouchet, ils ont fait de ce parti un parti clairement, je le dis très tranquillement, d'extrême droite. Il suffit d'aller voir ses affiches, il suffit d'aller voir sa propagande. C'est anti-immigration, islamophobe au dernier degré, pro-sioniste à mort. Donc il a un vrai problème
problème avec notamment l'immigration et avec un certain nombre de thèses. Et donc évidemment, comme tous ces gens-là, la liberté d'expression, la liberté de la presse, c'est quelque chose d'assez aléatoire, d'assez imagé. Et donc il va s'en prendre parce qu'il y a un article qui est paru sur sa bagnole à 100 000 baluches qui aurait été garé sur des places handicapées. Et écoutez comment il va s'en prendre à une journaliste qui n'est même pas l'autrice d'ailleurs de l'article, du service public de la RTBF, nos confrères et consoeurs belges. Je vous laisse écouter. C'est une GLC qui vaut 2 fois le prix. Maintenant, j'ai une GLE, ça vaut 3 fois le prix. Tu peux le mettre dans l'article. Comme ça, les gens m'attaqueront sur un truc qui est vrai. C'est que j'ai une voiture à plus de 100 000 balles. Voilà, ça c'est vrai. Mais pas une putain de CLA. Georges-Louis, l'article, il est en cours de modification, c'est en cours, c'est en train, pendant que tu me parles. Je sais, Georges-Louis, mais plus on discute, là, moi, ça va vite, et moi, je t'ai eu au téléphone pendant une demi-heure, donc laisse-moi checker ça, laisse-moi checker ça. J'ai tout écouté, j'ai tout retenu de ce que tu m'as dit. Je ne l'ai pas rédigé, je m'occupe de la radio. Je m'occupe de la radio. Celui qui l'a rédigé, franchement, envoie-le-moi. Si vous voulez une réaction de ma part, tu m'envoies ce mec-là. Je te jure, il va être super bien reçu. Ça, je te le promets. Et lui, il risque peut-être d'avoir besoin d'une carte après. Ça, je peux te le dire. Allez, on corrige ça, on modifie, on adapte, et voilà, ok. Hein ? Ouais, merci. À plus. Vous avez bien entendu dans cet extrait que nous a livré Vincent Flibustier sur les réseaux sociaux, qui prend un risque certain à le faire. Et puis il le dit d'ailleurs, hein. Il dit voilà, j'ose le faire, je sais que c'est risqué, mais j'ai plus envie de me taire. Mais voilà, donc chapeau Vincent. Vous avez bien entendu, il menace de briser quelques os du journaliste qui a rédigé ce papier, et donc de le rendre handicapé. On rappelle quand même que c'est un politique qui parle à un journaliste. Et normalement, c'est lui qui le dit d'ailleurs. On va regarder un tweet qui date d'il y a quelques temps. Et donc, qu'est-ce que dit ce tweet, ce message qui date d'il y a à peu près un an, ouvrez les guillemets, mais qui est assez débile, j'aime bien son ton à lui, il est vraiment génial ce garçon, mais qui est assez débile pour croire qu'un groupe de presse supprime des articles à la demande d'un politique. Le politique qui ferait ça se prendrait une vague de la part de la rédaction concernée 100 fois plus forte. Mais vraiment, on a vraiment le niveau de débat le plus minable du monde. C'est signé par la même personne. Hein. Et c'est marrant, ils arrivent à se contredire. C'est ce qu'avait fait la semaine dernière à Eindhoven. Ils arrivent à se contredire les uns les autres. Tu n'as même pas besoin, en fait, d'aller chercher autre chose, d'aller chercher une référence ou je ne sais quoi. Il suffit simplement d'aller fouiller dans leur poubelle et on tombe sur ce genre de déchets assez peu recyclables. Allez, Mourad, c'est l'heure de ton en microscope. Alors ton microscope cette semaine, Mourad, bien évidemment consacré au meurtre des 6 journalistes lundi à Gaza. Ils ont été ciblés par Israël. Ciblés, ça veut dire que l'armée israélienne a frappé volontairement leur tente dans laquelle ils travaillaient pendant qu'ils faisaient leur travail de journalistes. Ce n'est pas inédit, malheureusement, que l'armée israélienne tue des journalistes à Gaza. Israël continue donc de bâillonner l'histoire. Absolument, on en est à 223 d'après le dernier décompte. Donc c'est Anas Al-Sharif et ses camarades. Donc c'est absolument scandaleux. J'en ai vraiment les bras qui tombent. D'autant plus que... alors qu'est-ce qui s'est passé ? On va essayer de... Tu as expliqué les circonstances. On va essayer de revenir dessus avec nos confrères d'Al Jazeera, pour lesquels ils travaillaient, qui ont produit cette courte vidéo avec un message de sa fille avant, évidemment, cet assassinat. Moi, je parle clairement d'assassinat, puisque c'est ciblé. On va le voir juste après. Je vous laisse regarder cette courte vidéo. أنا الطفلة سام أنا جسدي من زمان تتعكز أنا عمري 4 سنوات عشت طول الحلب يهود تصفونا وتصف الطول الدنيا بتشي وقت في الحلب نفضل عطرنا في زبايا يهود تصفونانا وتتلوا سيتو نفضل عيش زي أطفال العالم يهود يستكشفونا تاني بدنا حلب تخلص سنة تعبنا بدنا قتل بدنا زاز وبدنا لحمة بدنا صلب بدنا كل حاجة أنا خايفة على بابا من نتصل إحنا بدنا نعلم التدر ناس العالم خلصوا الحلب
Oui, alors je disais meurtre, c'est même clairement un assassinat, la Mourad. Oui, parce que je m'appuie notamment sur l'alerte d'Olivier Rafovitch, donc le porte-parole, le très très véhément porte-parole. On avait vu un extrait, je crois, il y a 2 semaines, de l'armée génocidaire israélienne. Rafovitch avait tout simplement expliqué qu'il connaissait les journalistes présents à Gaza, les journalistes gazaouis, et qu'il avait leur nom dans une intervention où je l'avais vu avec une... Généralement, il est assez calme, même s'il est froid, même glacial, mais il est assez calme. Et là, il était à ce point-là énervé, excité, que sa caméra en bougeait. Je vous laisse revoir cette séquence. Et toutes les photos qui sortent de Gaza aujourd'hui, qui sont distribuées par des journalistes, souvent d'agences de presse, malheureusement, je ne veux pas citer leurs noms pour ne pas créer ici de problématiques, mais j'ai les noms. Des agences de presse qui travaillent avec le Hamas. Thierry Arnaud, merci, avec des journalistes. Non, mais c'est important. Merci, ça ne suffit pas. Parce qu'à un moment donné, il faut dire, ça suffit. Accuser Israël tous les jours, publier des photos mensongères tous les jours, lancer un doigt accusateur vers Israël, au lieu d'accuser le responsable, le Hamas. C'est le Hamas qui est responsable, ses alliés et ses suppôts, qui sont malheureusement pas tous seulement dans la bande de Gaza. Donc il dit bien, nous connaissons leur nom. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est quelques jours avant l'assassinat de ces nouveaux journalistes-là. Et tout ça, tous les efforts que fait Rafovitch ne pourraient pas porter leurs fruits s'il n'y avait pas de relais. Et les relais sont extrêmement nombreux. Alors il y a des Fourès, des Enthoven, évidemment. On est sur la télé française. Sur la télé française, c'est terrible. Enthoven, Vosner, des Romden, et puis quelques jours seulement avant l'assassinat de nos confrères. Je suis désolé, je repasse cette séquence parce qu'elle est formidable, avec l'éclairage malheureux de ce qui s'est passé ce week-end. Je vous repasse l'extrait de Noémie Aliwa et ses propos absolument scandaleux qui déclassent quasiment ceux de Vosner. Je vous laisserai écouter. Que j'ai répété à plusieurs reprises ces dernières semaines, ces derniers mois, pour essayer de faire comprendre qu'il n'y a pas de journaliste indépendant à Gaza. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tout journaliste qui a la possibilité de s'exprimer, et notamment de s'exprimer dans des médias étrangers, sa parole est contrôlée par le Hamas. Et d'ailleurs, si un jour il décidait de critiquer le Hamas, ce qu'il ne fait jamais, il se retrouverait, lui, en danger et sa famille en danger. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, nous, on a un logiciel de pays démocratique où la presse est libre. Mais enfin, Gaza, il faut comparer ça à la Chine et la Corée du Nord. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir autoritaire, sanguinaire, qui fait régner la terreur dans sa population. Donc clairement, on vient de l'écouter pour elle. Donc elle conforte en fait la propagande de l'armée israélienne. Pour elle, tous les journalistes à Gaza ne sont que des porte-parole du Hamas. Non, comme elle le dit, du Hamas. Oui, du Hamas. Et alors, ce qui est terrible, c'est... Alors évidemment... cette propagande-là sans Klarsfeld, Arnaud Klarsfeld, donc le fils. Ça fait longtemps que tu n'avais pas parlé. Oui, c'est vrai, c'est parce que je le regarde plus trop, mais là, je l'ai vu passer par hasard. Donc le fils des fameux chasseurs de nazis, toute la famille a mal tourné d'ailleurs politiquement, c'est assez tragique. Il revient à la charge. Alors il va nier. On va mettre des R là aussi, la Hasbara, donc la propagande permanente israélienne dans les médias français. Il va dire que les médias français cachent la réalité de ce qui se passe en Israël et regardez comment il va qualifier notre confrère. Il va le qualifier de terroriste, alors que, à ma connaissance, rien ne lui est reproché en termes d'action militaire, d'action armée, de je ne sais quoi. On a ressorti des tweets à la con dont on n'a absolument pas la réalité. Et surtout, Israël va expliquer qu'on a trouvé, tenez-vous bien, des fiches de paye, du Hamas, prouvant qu'il est, c'est un soldat du Hamas, un terroriste, qu'il est armé, que je ne sais quoi. Mais qu'il est payé. Et qu'il est payé. Sous contrat d'ailleurs. Ouais, sous contrat, avec des fiches de paye. Alors il paraît même qu'avec son comité d'entreprise, il a obtenu un abonnement à Pif Gadget. Enfin, il faut être sérieux 30 secondes. D'abord, il n'avait pas ses 43 annuités, enfin ses 43 trimestres. Non, mais je veux dire... Qui peut imaginer qu'il y ait des fiches de paye? Mais enfin, il faut être sérieux 30 secondes. Je veux dire, il était abonné à Hamas Cuisine Magazine. Enfin, c'est ridicule. C'est vraiment la propagande la plus crasseuse, la plus dégueulasse qui soit. Et d'ailleurs, il y a un de nos confrères qui a publié un long papier, un long document où il explique qu'il y a au sein de l'armée israélienne une cellule qui est dédiée, je le crois sur parole, qui est dédiée aux médias et aux journalistes gazaouis. Et je veux bien le croire, vu le nombre de morts, c'est inédit, je le rappelle, c'est dans l'histoire humaine, l'histoire des conflits, il n'y a jamais eu autant de journalistes assassinés à dessein. Il les traque.
Ils les traquent littéralement. Et après, ils vont trouver, donc avec cette fameuse cellule, ils vont trouver des prétextes en disant, voilà, sortir les fiches de paye bidons, sortir on avait vu, vous vous rappelez, dans les tunnels où il y avait marqué soi-disant des trucs de noms de je sais pas quoi, alors qu'en fait, en arabe, ça voulait absolument pas dire ça. Donc, a posteriori, ils vont essayer de trouver des trucs. Ils l'ont fait sur les hôpitaux, ils l'ont fait sur les écoles. À chaque fois, ils essayent d'expliquer qu'il y a des terroristes, des armes, des caches d'armes et compagnie. On n'a jamais le commencement du début d'une preuve de quoi que ce soit, à chaque fois. C'est quelque chose d'absolument constant. Alors, je parlais tout à l'heure des relais français. Il y a un certain nombre de personnes qui s'émeuvent sur ces relais, sur cette propagande, qui s'émeuvent du fait que ce soit potentiellement organisé. Et notamment, j'ai lu un truc absolument ridicule de Françoise Degois, la chroniqueuse de Sud Radio, qui expliquait « Ah ouais, d'accord, donc les Juifs, ils ont de l'argent, donc ils manipulent tout. » Sous-entendu, dès qu'on peut avancer cette idée-là, on est antisémite. Sauf que, à moins que Elnet, l'agence de lobbying israélien pro-Likoud, soit également antisémite, je ne vois pas comment on peut justifier une attaque pareille. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on va revoir un document de 2018, je crois que j'avais retrouvé il y a 1 an et demi, que je vous avais diffusé, où Elnet dit elle-même qu'elle est là pour faire du lobbying et qu'elle met les moyens financiers pour pouvoir corrompre, je mets ça avec beaucoup de guillemets, notamment un certain nombre d'élus français, comme elle l'a fait aux États-Unis. Je vous laisserai écouter. Le CRIF qui représente les Juifs de France, est-ce qu'Elnet a une possibilité, aussi bien au niveau européen que du point de vue des politiques français, d'influencer politiquement sur la politique à l'intérieur et à l'étranger ? Alors, Elnet vient compléter un dispositif d'un grand nombre d'organisations. Vous avez cité le CRIF, il y a l'ICRA, il y a le Consistoire, il y a le Grand Rabbinat. Ce sont des organismes qui ont soit une vocation de représentation vis-à-vis des autorités publiques du pays, soit de commémorer la mémoire. Elnet a une vocation un peu plus transversale qui promeut le dialogue stratégique. Et donc, pour des exemples très simples, 85% des parlementaires américains ont été au moins une fois en Israël. Il s'agit de 12% en France. Donc on a un premier rôle qui est de permettre aux élus de se faire leur propre opinion en venant sur place et en rencontrant, discutant, partageant. C'est l'un des rôles essentiels de Elnet. Alors, ils sont tellement à l'aise que, par exemple, Caroline Yadan, qui est la députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui englobe Israël, enfin, elle ne fait que bosser sur la promotion d'Israël. Ils sont tellement à l'aise qu'au cours, alors une réunion, un colloque, on appelle ça comme on veut, elle va expliquer, alors je ne sais pas si elle sait qu'elle est filmée ou pas, mais je pense qu'elle sait qu'elle est filmée, mais qu'elle n'en a rien à foutre. Elle va expliquer comment elle fait pression sur les médias français, comment il faut faire pression sur les médias français et comment elle obtient des résultats. Je vous laisse écouter. Et là, je vous ai mis un exemple de ce que j'avais fait. Alors, c'était juste avant sur France Inter. Un jour, sur France Inter, je suis interpellée et je vois un bandeau. Alors je ne vous dis pas un bandeau, donc criminels palestiniens libérés d'otages. Donc vous voyez, 200 otages palestiniens retrouvent leur liberté. Donc évidemment c'est insupportable. Donc je fais un courrier à France Inter que je rends public, je réagis immédiatement sur Twitter parce qu'il faut réagir au quart de tour et ça s'enflamme et ça prend une ampleur inégalée et tout de suite la direction de France TV va réagir, va procéder à des excuses immédiates. Je ne sais pas si vous vous rappelez, alors oui, le mal est fait, bien sûr, mais en tous les cas, ce qui fait que c'est passé, c'est-à-dire que cette erreur-là a été produite, j'ai eu au téléphone la responsable de la diffusion de ça, le numéro 2 de France TV, et elle s'est excusée platement et elle a assuré en tous les cas que le process qui avait conduit à ça serait révisé et que cette erreur-là ne serait plus jamais faite. D'ailleurs, à cause de ce qu'a fait Caroline Yadan, il y a quand même un jeune journaliste qui a été viré.
Oui, à cause du fameux bandeau, le bandeau qui parlait des otages palestiniens. Donc, et puis il y avait eu des réponses lunaires avec les Lucky Luke. Je vous renvoie à cette notion de la directrice de la communication qui avait dit: ah mais t'inquiète pas, Caro, c'est bon, on règle ça. Nos gars ont été des Lucky Luke, ils ont réglé ça plus vite que leur ombre. Enfin bref, mais je veux dire, ils mettent un genou à terre, quoi. Et c'est le service public. En plus, je veux dire, ils sont même pas la pression de soi-disant des milliardaires. Oui, c'est pas CNews là. Ouais, c'est pas CNews. Là, c'est clairement, ils anticipent. C'est ça qui me fait flipper en fait, c'est qu'ils anticipent le désir de ces gens-là qui sont vraiment malfaisants et puis in fine, je le redis, qui à mon avis nourrissent une forme d'antisémitisme avec des fantasmes antisémites, à savoir que quand on est juif, on a le pouvoir d'influer sur les médias, sur un certain nombre de vecteurs, ce qui est évidemment pas vrai. Simplement là, ils viennent alimenter ce fantasme à la con et donc je leur en veux aussi pour ça, parce que nous qui combattons évidemment l'antisémitisme, eux font exactement l'inverse. Peut-être parce que sans cette notion d'antisémitisme, ils n'auraient pas la même énergie, le même pouvoir et la même place qu'ils ont actuellement. Et c'est vraiment, c'est presque sadique, je trouve. Alors, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était... je me suis posé la question jusqu'où la propagande jusqu'où elle va se nicher. Et puis, il y a un enseignant qui m'a, de Bambin, qui m'a envoyé ces 3 unes qu'on va voir, alors on va les voir côte à côte, c'est 3 unes de Mon Quotidien. Donc Mon Quotidien, c'est normalement pour les 10-14 ans, c'est des choses un peu légères, on explique, et c'est très bien, enfin, je trouve à la base, c'est très bien, on explique l'actualité, l'information, la géopolitique et ainsi de suite, aux très jeunes ados. Et là, on va glorifier, mais regardez quand même, c'est extraordinaire, on va glorifier les armes de guerre et on va expliquer, par exemple, hors contexte, que oui, l'Iran préparait l'arme nucléaire, mais qu'est-ce qu'ils en savent, sans déconner. Mais même nous, je veux dire, on le sait pas, alors qu'on travaille sur ces questions-là. Comment ils peuvent le dire? Et ils justifient le fait d'agresser l'Iran. On peut penser ce qu'on veut de l'Iran, c'est pas la question. Simplement, c'est un État souverain jusqu'à nouvel ordre. Et donc, Israël attaque un énième, après le Liban et après d'autres, va attaquer un énième État souverain. Bah non, c'est tranquillou bilou. On va expliquer dans un petit bandeau en haut que c'est normal puisqu'ils préparaient l'arme nucléaire. Et puis ils mettent ça dans la tête des jeunes. Bah, évidemment. Et puis, ils montrent des armes comme si c'était des choses magnifiques et belles. Non, les gars, essayez de réfléchir que là, vous parlez à des gamins. Et donc, cet enseignant a décidé de se désabonner. Et je le comprends parfaitement. J'espère que, à minima, ça servira de leçon à Mon Quotidien. Et j'espère qu'un jour, ils donneront peut-être une explication. Je leur ai posé la question. J'ai réussi encore à voir personne. Mais c'est les vacances, je leur laisse la rentrée. Mais j'espère avoir des explications. Et évidemment, je reviendrai à ce moment-là vers vous avec grand plaisir. Et Mourad, c'est la fin de tes flops, mais on va passer tout de suite à ton coup de cœur, ou plutôt tes coups de cœur de la semaine. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de revue de bouquins. Donc là, il y a 2 livres. Il y a un premier que j'apprécie beaucoup, et j'adore ces petits formats-là. C'est Résister au racisme de Martine Roffinella. Alors ça m'a rappelé notamment le livre qu'on avait ici chroniqué de Fatma Bouvet de la Maisonneuve, qui avait fait un espèce de précis sur ces questions-là également. Elle avait pris un autre angle, et là, c'est quelque chose de très didactique, je trouve. Alors je vous lis juste l'extrait de la carte de couve. À une époque où plus de 10 millions de Français ont voté pour un parti qui attribue tous nos maux à l'immigration, l'écrivaine décrypte comment le racisme s'attrape non plus comme un virus, mais tel une évidence. Et effectivement, elle raconte dans ce livre la bascule et la riposte face à cette bascule. Puisque, évidemment, quand on tient un discours antiraciste, il y a déjà de construit, d'archi-construit, et qui se construit de jour en jour, qui s'augmente de jour en jour avec les médias mille collines. Il y a une propagande de riposte qui fait que quand vous êtes antiraciste, on arrive presque à vous faire passer pour quelqu'un qui a les idées à l'ouest ou qui est bien pensant et ainsi de suite. Et donc cette déconstruction et ces réponses à la question du racisme par Martine Roffinella, ça se lit très rapidement, très facilement, et on peut le relire, on peut se l'offrir. Résister au racisme, et c'est chez Le Murmure Édition. Et il y a un deuxième bouquin, c'est Foot Boys. Absolument. Alors Foot Boys, dont on va voir également la jaquette, c'est signé Mathieu Tulissi-Gabard, c'est chez Gallimard. Et alors c'est vraiment très sympa parce que ça vient raconter, ça vient enlever le fantasme des enfants qui ne rêveraient que de devenir footballeurs professionnels. Alors oui, évidemment qu'ils veulent le devenir, mais simplement ça raconte l'envers du décor. Et ça part, alors ce qui est sympa, c'est que ça part du club de Saint-Étienne, mais après ça se déplace vers Montpellier, donc c'est pas chez nous.
Mais non, ça raconte la vie d'un jeune gamin qui va se faire enrôler, qui va être coupé de sa famille, qui va évidemment aspirer à son rêve de devenir footballeur et qui va, je ne vais pas en dire trop parce que je ne veux pas vous dévoiler la fin, mais qui va en revenir et qui va nous donner une belle leçon. C'est écrit de manière assez étonnante parce que c'est des chapitres qui sont très très séparés les uns des autres. On peut donc le lire quasiment. Ah, tu m'as donné envie de lire les deux bouquins là. Ah bah j'espère. On peut quasiment, j'ai pas envie de dire qu'on peut le lire dans tous les sens, mais presque. Et c'est vraiment de la part de Mathieu Tulissi-Gabbard, donc qui est poète, performeur et danseur, et c'est son premier roman chez Gallimard, hein, ça va. Oui. Je trouve que c'est un coup d'essai réussi ou transformé, si on prend un truc sportif. Donc Mathieu Tulissi-Gabbard, Foot Boys, roman chez Gallimard. Et Mourad, l'émission touche à sa fin et on va passer à tes remerciements. Comme d'habitude, tu en as pas mal. Hein. Oui, alors il y en a très peu ce coup-ci, parce que la semaine dernière, je suis conscient qu'il y en avait pas mal. Je l'ai même lu dans les commentaires, notamment sur YouTube, que je vous invite à aller voir. D'ailleurs, les commentaires sont toujours très sympas, je trouve. Et puis, je me joins à toi, ou tu te joins à moi pour embrasser et saluer tous les gens qui nous ont laissé des mots vraiment très sympathiques. J'essaye de répondre au maximum, mais vous êtes tellement nombreux que voilà. Mais en tout cas, merci infiniment. Donc, ça va aller à Zoé, Luca, Margot et Emma. Elle dit Emma la Nantaise, donc ce sont des fidèles, alors c'est des jeunes. Emma, c'est la Nantaise, donc elle a un peu moins que mon âge, mais voilà, c'est elle qui veille sur ce cheptel. Donc je les embrasse toutes et tous. Louis-C, 2SY de Twitter, Pierre de Bastia, toujours le côté un peu comme ça, de gens qui nous voient d'un peu partout, ça fait toujours plaisir. Gérard qui nous regarde depuis l'Espagne, et Indiana Jaune, d'Arménie, qui est sur Twitter. Et je terminerai par saluer notre chère Donia, qui se trouve être en plateau. Vous ne la voyez pas, mais elle est ici, elle est venue nous rendre une visite. Et puis, on l'embrasse bien chaleureusement. Oui, merci à tous ceux qui nous regardent. Et merci à Donia d'être là. Et merci à toi, Mourad. Merci. Et merci à vous de votre fidélité et de nous suivre, de suivre cette émission et de suivre le média tous les jours. On le rappelle, vous nous regardez soit sur la chaîne YouTube, soit sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. Et on le rappelle, le média ne vit que grâce à votre soutien, à vos dons, vos abonnements. Ça se passe dès maintenant sur lemediatv.fr/soutien. Très bonne journée sur le média et à très vite.